et vous accompagnez pour le moment des soignants mobilisés face au coronavirus, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous allons vous proposer des interviews d'experts, des conseils, des recommandations pour prendre soin des soignants. Si vous souhaitez rejoindre notre initiative bénévole sur Psy4Med, si vous voulez vous proposer d'accompagner des soignants bénévolement, vous pouvez nous rejoindre. Et puis, si vous souhaitez suivre les prochaines interviews qui seront diffusées sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne. N'oubliez pas également d'activer les notifications. Et puis, ce que vous pouvez faire également, c'est vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous. Cela vous permettra d'être informé de nos prochaines vidéos, de recevoir également des articles et des fiches outils que nous allons continuer à publier dans les prochaines semaines et les prochains mois. Bon visionnage et à bientôt! Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Alors ici Fanny de la plateforme Psy4Med, qui est une plateforme qui permet de mettre en relation les soignants qui font actuellement face au Covid-19 avec une communauté de plus de 2000 psys bénévoles. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir pour la deuxième fois d'accueillir Evelyne Josse. Evelyne qui va nous parler aujourd'hui du stress traumatique. Evelyne, qui est Evelyne? Evelyne est psychologue clinicienne qui est formée à l'hypnothérapie ericksonienne, à l'EMDR, également à la thérapie brève, qui exerce à la fois en libéral et qui est intervenue également dans sa carrière pour des ONG, notamment dans des contextes de crise sanitaire. Evelyne est également chargée de cours à l'Université de Lorraine. Elle est également formatrice dans des écoles privées en psychotraumatologie, en EMDR et en hypnose. Et Evelyne a également écrit un livre qui s'appelle « Le trauma psychique chez l'adulte » aux éditions de Book. Et donc, si ce que Evelyne vous présente aujourd'hui titille votre curiosité, je vous invite vivement à acheter son livre pour en savoir plus. Evelyne, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir pour la deuxième fois aujourd'hui pour parler plus précisément du traumatisme psychique. Bonjour Evelyne. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Fanny. Et donc effectivement, je vais partager avec vous mon écran et nous allons commencer par parler du stress post-traumatique ou du stress traumatique. On en parle quand même pas mal pour les soignants. Alors effectivement, nous avons déjà vu qu'ils sont soumis au burn-out. Nous verrons aussi qu'ils sont soumis à d'autres formes de souffrance, mais effectivement aussi, ils sont à risque de souffrir de stress post-traumatique. Alors, si je dois en donner une définition, je dirais que c'est l'état dont souffre une personne qui a été exposée à un événement ou à une série d'événements dans lequel elle a été en contact avec la mort, possible, donc réelle ou possible, ou voilà, avec des atteintes graves à la santé pour elle ou pour autrui. Alors, je crois qu'on a déjà compris que pour les soignants, eh bien, ils sont à risque puisque ils peuvent avoir été victimes directes. Alors, c'est vrai, donc en dehors du cadre de l'épidémie, en fait, on parle de trauma quand on a été soit sujet, soit témoin, soit acteur. Alors, sujet, ça veut dire qu'on est vraiment au centre concerné directement et on le sait puisque beaucoup de soignants sont malheureusement infectés par le Covid, qu'ils sont possiblement infectés par une maladie qui est potentiellement mortelle. Donc, c'est évidemment, heureusement, pas beaucoup de soignants qui décèdent. C'est une maladie mortelle, donc c'est soit de la mort réelle, soit de la mort possible. Alors, on peut aussi avoir été témoin, c'est-à-dire que quelqu'un qui voit un accident alors qu'il est piéton, qu'il n'est pas du tout impliqué, qui voit deux voitures se cartonner et qu'il y a un mort, eh bien, il est victime directe. Eh bien, ici aussi, on peut être victime directe comme le soignant, puisqu'on a de nombreux malades et un certain nombre d'entre eux décèdent, donc on est effectivement confronté à la mort d'autrui. Alors, on est aussi. Témoin. Tu as dit victime directe. Ici, du coup, c'est vraiment ces témoins. Quand tu dis, quand on voit. Les témoins sont des victimes directes. D'accord, ok.
C'est-à-dire qu'on considère que comme victime directe, tu peux être sujet. Hein, donc, par exemple, si toi-même tu as eu l'accident de voiture, tu es victime. Ici, en l'occurrence, pour la Covid, eh bien, d'être possiblement contaminé. D'être témoin, c'est aussi être victime directe. Et donc ici, de voir tout le temps des gens qui meurent. Et alors, on peut aussi avoir été acteur. Ok. Donc, hors Covid, on peut dire qu'on peut avoir été acteur volontaire ou involontaire. Si je prends par exemple le Vietnam, les militaires ont tué volontairement, si on peut dire, des Viet Cong. Et n'en ont pas moins souffert pour autant. Aujourd'hui, on voit qu'il y a encore les Vet Centers, donc les centres pour vétérans, qui fonctionnent à plein régime parce que les gens restent traumatisés des horreurs qu'ils ont commises. Donc là, c'est volontaire. Le plus souvent, dans la vie de tous les jours, c'est involontaire. Par exemple, tu as un accident, tu étais inattentif, tu renverses quelqu'un qui est gravement blessé, voire qui décède, tu es acteur, à ton corps défendant, j'ai envie de dire, mais donc, c'est extrêmement traumatisant. Et c'est même peut-être une des choses les plus traumatisantes, parce que c'est très culpabilisant. Et nous avons, avec le Covid, cette particularité qu'on doit sélectionner les personnes qui rentrent notamment aux soins intensifs ou qui rentrent à l'hôpital. C'est terriblement difficile pour les médecins de faire cette sélection, de faire ce choix. Il y a des critères et donc tout le monde n'est pas admis. Au-delà d'un certain âge, on n'est pas admis, etc. Et dans certains pays, ça a été le cas en Italie et en Espagne, bien, les médecins sont obligés parfois, parce qu'il manque de matériel, il manque de machines, de respirateurs artificiels, etc., de choisir entre deux personnes qui seraient admissibles s'il y avait suffisamment de matériel, mais pour lesquelles on doit faire un choix. Donc, si je prends un cas catastrophique, c'est par exemple, on a deux personnes de 40 ans sans comorbidité. Il y en a un qui a des enfants, l'autre qui est célibataire, lequel on choisit. Alors qu'ils seraient, si on avait suffisamment de machines, tous les deux admissibles. Parce que, bien sûr, le triage, le choix, la sélection au niveau des soins intensifs, c'est quelque chose que les médecins connaissent. Une personne de 85 ans qui a un problème cardiaque ne va pas probablement être réanimée. Donc ça, c'est quelque chose auquel les médecins sont habitués. Sauf qu'ici, on est dans une sélection qui dépasse les critères habituels. Et donc, on peut se sentir coupable d'avoir, entre guillemets, tué quelqu'un, alors qu'on ne l'a pas tué, mais on a fait des choix qui ont impliqué la mort, qui probablement sera advenue, puisque dans les sélections qu'on fait, en tout cas c'est le cas en Belgique et dans la plupart des hôpitaux en France, je crois aussi, c'est que on a suffisamment de lits aujourd'hui pour pouvoir admettre toutes les personnes qui sont admissibles, mais malgré tout, ça reste quelque chose d'extrêmement difficile. Et par exemple, on parle du personnel soignant directement dans les hôpitaux, mais j'étends un tout petit peu, je pense aussi par exemple aux personnes qui travaillent en maison de repos ou dans des EHPAD en France. Les accompagnants, les aides-soignantes, etc., qui travaillent au contact des personnes âgées, est-ce qu'elles peuvent rentrer dans certaines catégories, par exemple, quand alors elles reçoivent les instructions ou elles ont le sentiment qu'elles ne peuvent pas faire appel au secours pour venir prendre en charge les malades, les personnes âgées, parce qu'elles ne seront pas prises en charge à l'hôpital. Alors je ne dis pas ici que ça fait partie des consignes qui sont reçues, honnêtement je n'en sais rien, je n'ai pas suffisamment de données pour ça, mais est-ce que ce sentiment d'ambivalence pourrait faire rentrer ce personnel-là dans ces catégories? Mais oui, donc déjà comme sujet, puisqu'effectivement, même si maintenant on commence à avoir un peu plus de masques, mais beaucoup de personnel soignant qui n'étaient pas justement dans des unités Covid ont été en contact avec des malades sans savoir qui il était, qui il n'était pas, surtout avant qu'on fasse le triage à l'entrée des hôpitaux. Donc déjà, même au niveau du personnel hospitalier qui travaille dans d'autres unités que les unités Covid, et certainement avant la mise en place des procédures actuelles. Et alors, effectivement, tous les médecins, tous les soignants, les infirmiers, les gens qui travaillent dans les EHPAD, qui sont avec des personnes qui sont possiblement infectées et qui n'étaient pas protégées, donc qui pour elles-mêmes pouvaient risquer. Et alors aussi acteurs, et ça c'est une des grandes angoisses, les gens qui travaillent dans les EHPAD le disent d'ailleurs, c'est
par exemple, une femme d'une trentaine d'années en bonne santé va te dire, bon, moi, je suis en bonne santé, j'ai pas de comorbidité, etc. Si j'ai le Covid, probablement chez moi, ce sera pas grave. Mais si moi, je suis porteuse de cette maladie et que je ne le sais pas et que j'infecte d'autres personnes, c'est-à-dire je peux être celui ou celle qui va transmettre la maladie et donc qui peut provoquer la mort d'autrui. Donc il y a aussi acteur dans ce sens-là du terme qui est effectivement très difficile pour toutes les personnes qui travaillent au contact des personnes âgées. Oui. Effectivement, ce que tu pointes là, c'est vrai que c'est un écho que j'entends du terrain. C'est par exemple des soignants qui travaillent dans des maisons de repos et qui disent on a été en confinement, confiné très rapidement, donc on s'est protégé quelque part de l'arrivée du virus de l'extérieur, mais on a eu des cas dans la maison et donc on sait que c'est l'un d'entre nous qui a ramené la maladie à l'intérieur de la maison et donc des personnes qu'on soigne et du coup ils vivent vraiment une ambivalence entre, et une grande culpabilité entre l'envie de soigner et en même temps cette culpabilité de se dire que c'est l'un d'entre nous qui a ramené le virus dans la maison. Donc ici, on serait dans la catégorie du coup potentiellement acteur, si je comprends bien. Tout à fait. Et donc, effectivement, comme tu dis, c'est extrêmement culpabilisant. Moi aussi, j'ai eu des retours dans des services hospitaliers où des personnes ont été infectées, des personnes qui étaient depuis plusieurs semaines, donc avant, qui étaient à l'hôpital depuis longtemps, qui ne voyaient plus leur famille déjà depuis 15 jours puisqu'on était en confinement et qui sont tombés malades. Et donc ça, c'est très culpabilisant. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent, on n'a pas beaucoup de symptômes de stress post-traumatique ou on n'en a pas quand on est dans la crise. Mais comme je l'ai dit aussi, la crise, ici, elle risque de durer longtemps. Et donc, dans ces cas-là, c'est un petit peu particulier, tu vois, quand il y a des crises en Belgique, en France, où il y a beaucoup de morts, par exemple des attentats. En fait, on travaille énormément sur une courte période de temps. Et donc, on peut évidemment avoir le flame out et des choses de ce type-là, mais souvent, on n'a pas de symptômes de stress post-traumatique. Ça arrive après. Par exemple, tous les gens qui sont intervenus pour les attentats dans les soignants, les infirmiers qui sont venus aux soins des malades, c'est pas à ce moment-là, c'est pas dans la crise des jours qui ont suivi, c'est un peu plus tard. Ici, bien sûr, comme ça dure, ça risque quand même d'arriver à un moment, même si probablement ce sera quand même différé. C'est-à-dire que les personnes, elles mettent toute leur énergie à combattre. Alors, on peut prendre une espèce de métaphore. C'est un monsieur qui s'appelle Métro, un psychiatre suisse qui parle du gel. Lui parle du gel des deuils. On peut dire aussi qu'il y a une espèce de gel des traumatismes. Quand tu vis, et je vais prendre une métaphore de la guerre, je pense qu'on n'est quand même pas très loin pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui disent aussi eux-mêmes, on va au front. Enfin bon, donc je pense qu'il y a quand même cette métaphore de guerre, elle est parlante. Eh bien, quand tu es dans la guerre, tu as besoin de toute ton énergie et toute ton attention pour éviter de te faire tuer. Par exemple, moi je travaille dans la guerre en ex-Yougoslavie, tu avais ce qu'on appelle les snipers, ce sont des tireurs embusqués. Imagine que tu es à Sarajevo, qu'il n'y a plus d'ascenseur, il n'y a plus d'électricité, tu as 3 enfants qui sont dans un appartement avec les vitres cassées au 7e étage. Toi, tu as perdu un fils qui a été tué. Si tu commences à pleurer sur ce trauma, tu vas te désénergétiser. Toutes les personnes qui ont vécu un deuil ou un traumatisme savent qu'on est extrêmement fatigué. C'est d'ailleurs pour moi le symptôme qui va résister le plus longtemps. C'est-à-dire les gens, quand ils vont faire une thérapie, ils vont aller de mieux en mieux. Et la fatigue, c'est ce qui va rester le plus longtemps. Donc c'est vraiment cette fatigue un peu qui résiste, donc d'asthénie. On est désénergétisé. Or, quand on doit combattre, on a besoin de toute notre énergie. Et si tu as 3 enfants qui t'attendent encore, tu ne vas pas pleurer sur la margelle du puits quand tu vas chercher de l'eau pour tes enfants, parce que sinon tu risques de te faire tuer et eux risquent de se retrouver orphelins. Donc, tu vas geler, tu vas mettre comme dans une sorte de congélateur ces traumatismes. Et au moment où tu retrouveras de la sécurité ou un sentiment de sécurité, eh bien, ton cerveau va aller voir ce qu'il y a dans le congélateur et ce qu'il faut traiter. Et c'est à ce moment-là qu'on va évidemment commencer à avoir des symptômes. Du coup, oui, c'est ça. Et donc, je dois rester extrêmement mobilisé pour faire face et tenir.
quelque J'ai part, besoin de toute mon énergie. et donc je ne peux pas, mes mécanismes de défense à ce moment-là, c'est plutôt dans l'action et dans le mouvement, et je ne peux pas à ce moment-là, quelque part, connecter avec ma tristesse ou mes émotions plus difficiles, parce que fonctionnellement, ça me mettrait en danger, ce qui engendre du coup vraiment un report dans le temps de ces manifestations-là. C'est exactement ça. Ok. Et on l'avait déjà repéré depuis longtemps, hein, à une époque où on ne connaissait pas le traumatisme comme on le connaît aujourd'hui, où les médecins de guerre avaient déjà remarqué que quand les gens étaient au front, ils n'avaient pas de symptômes. Hein. C'était au moment, soit où ils étaient en permission, soit où ils étaient mis un peu à l'arrière, et là, ils décompensaient complètement. Mhm, mhm. Ou alors après le combat, hein, c'est-à-dire même sur le front, mais pas au moment où ils étaient en train de combattre, ils ne se laissaient pas aller à leur chagrin, à leur peur, etc., là on combat. Eh bien, je dirais que pour nos soignants, le risque, il est là, c'est-à-dire que d'être dans le feu de l'action et d'être peut-être étonné quand on sera dans un rythme de croisière par rapport à cette maladie, c'est-à-dire qu'on aura peut-être un peu plus de médication efficace, un peu plus de temps pour s'occuper des patients, parce que voilà, ce sera un peu moins le pic épidémique. On risque à ce moment-là d'avoir des symptômes qui peuvent étonner les personnes en disant mais maintenant on a tout le matériel, hein, tant qu'on n'avait pas tout le matériel, qu'on devait changer de masque tous les 3 jours, alors que hein, ces masques FFP2, il faut les remplacer toutes les 3-4 heures. Là, j'étais beaucoup plus à risque et j'allais bien. Et maintenant qu'on a tout le matériel, tout ce qu'il faut, qu'on prend toutes les précautions, eh bien, maintenant, je craque et j'ai peur d'avoir cette maladie, je fais des cauchemars, etc. Eh bien, c'est une réaction différée et qui arrive en général effectivement quand il y a un relatif sentiment de sécurité. Et du coup, c'est important que nous, en tant que psy, on puisse expliquer ce phénomène-là pour normaliser ce qui à ce moment-là pourrait être perçu comme extrêmement bizarre ou inexplicable, puisque le danger immédiat a disparu. Tout à fait. Mm. Et alors, je me permets de rebondir aussi sur ce que tu dis, parce que je pense que c'est quelque chose d'assez important, enfin d'extrêmement important, c'est que ce que tu pointes, du coup, c'est que finalement, l'absence de symptômes euh, peut être l'expression du coup de mécanismes de défense qui sont plutôt dans l'action et le mouvement. Donc, quelque part, est-ce que ça veut dire, d'une part, que l'entourage, par exemple, du soignant ne doit pas forcément s'inquiéter de ne pas voir de symptômes ou de signes de fatigue ou de décompensation chez le soignant au moment où il est extrêmement mobilisé. Et d'autre part, que quelque part, en tant que psy ou en tant qu'accompagnant, dans cette phase d'hypermobilisation, quelque part, nous, on n'a pas non plus intérêt, je pense, à encourager le soignant à aller connecter avec ces émotions plus difficiles, puisque j'imagine qu'à ce moment-là, on irait à l'encontre d'un mécanisme et d'une stratégie de coping qui est à ce moment-là fonctionnelle, et on risque de venir casser et d'ouvrir des brèches qui, à ce moment-là, ne peuvent pas s'exprimer. Est-ce que c'est correct si je dis ça? Absolument exact, c'est absolument correct, effectivement. Ce sont des mécanismes qu'on met en place pour tenir le coup. Si on va effriter ça, effectivement, la personne risque voilà, de s'écrouler. Donc, ce n'est pas une bonne idée. J'imagine a priori que les personnes qui viennent vers nous en tant que psy dans cette période-ci, ce ne sont pas les personnes, justement les soignants qui ont des mécanismes de défense qui sont les plus actifs et orientés vers l'action. Mais j'imagine aussi qu'on pourrait être amené à discuter même avec des personnes de notre entourage qui sont soignants et qui ne sont peut-être pas alors forcément dans une demande explicite, mais là non plus, on n'a pas intérêt en tant que psy à aller gratter quelque part là où ça peut faire mal pour aller révéler une blessure potentielle. Non, c'est OK, normal et fonctionnel que pour l'instant, ça se soit sous couvert, que ça ne soit pas révélé ou révélable. Oui, donc c'est effectivement, donc déjà de dire que c'est pas parce qu'on n'a pas de symptômes qu'on ne souffre pas ou qu'on ne souffrira pas plus tard et qu'on ne manifestera pas des symptômes plus tard. Si c'est le cas aujourd'hui qu'il n'y a pas de symptômes, bah, moi je dis toujours si c'est pas cassé, on répare pas. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait effectivement des manifestations pour lesquelles on peut aider. C'est vrai qu'il peut quand même, chez certaines personnes, y avoir des manifestations, et dans ces cas-là,
on doit aider. C'est-à-dire que dans ces cas-là, on peut proposer une aide pour traiter déjà tout ce qui est stress post-traumatique, hein, ou burn-out, etc. Mais donc, si les gens viennent avec des symptômes de stress post-traumatique, effectivement, là, on va aider. Mais si on n'a pas, on ne va pas creuser, on ne va pas aller gratter pour trouver quelque chose. On va laisser, et effectivement, il faut que l'entourage et la personne elle-même, bon, si plus tard elle trouve des symptômes chez elle qui sont invalidants, qui sont désagréables, et bien qu'elle puisse faire la démarche d'aller voir un thérapeute à ce moment-là. Alors, quand même, il y a de plus en plus de soignants qui sont assez branchés psy, ouverts à la psycho, et qui donc peuvent aussi venir interroger en disant mais c'est pas normal, ou moi je ne ressens rien. Hein, donc bon, on peut toujours dire c'est ok, hein, c'est ok maintenant. Juste si plus tard quelque chose devait advenir, on est là, et on a des outils efficaces pour soigner ce stress post-traumatique. Je me permettais vraiment de le souligner parce que je crois que c'est vraiment une des particularités liées à l'accompagnement psy en situation de crise, hein, vraiment cette idée de quelque part presque, s'il y a une intervention, c'est parce qu'il y a une demande. C'est plutôt alors, si je comprends bien, d'aller dans le renforcement des stratégies de défense que le soignant a mobilisées pour le moment et de ne pas aller gratter vers l'émotion comme on peut le faire probablement dans de nombreux autres types d'accompagnement en tant que psy. Tout à fait, ça je pense que c'est tout à fait correct. Je pense qu'on a plusieurs mécanismes de coping. Alors certains sont efficaces et très positifs comme celui-là, d'autres peuvent l'être moins. C'est par exemple le recours à l'alcool. Donc on n'a pas un seul mécanisme, on en a toute une série. Donc voilà, c'est voir ceux qui sont efficaces. L'alcool peut être efficace, hein, mais quand même c'est péjoratif pour la personne à long terme. Ce n'est pas du tout un problème si la personne prend une biture, qu'elle se bourre la gueule une fois tous les 6 mois. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est de ne recourir qu'à un seul type de mécanisme. Donc, c'est sûr qu'au niveau du trauma, ça peut être extrêmement efficace comme type de mécanisme de coping. Par rapport à d'autres types de stress, il faut voir quels sont les mécanismes que la personne met en place. Et certains, effectivement, comme la prise de psychotropes, de médicaments, de somnifères, de calmants, d'anxiolytiques, tout ça, ou d'alcool, ce sont des choses évidemment qui sont des mécanismes de coping, mais on doit les aider à en trouver en tout cas d'autres, à élargir leur palette pour qu'ils ne recourent pas qu'à un certain type qui pourrait être nuisible. Oui, du coup, quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui peut devenir inquiétant, c'est la rigidification quelque part d'un seul Exact. mécanisme de coping, quoi. Exact. Donc si quelqu'un boit 2-3 fois par semaine, un verre, 2 verres, c'est OK. Si c'est tous les jours, c'est déjà beaucoup moins OK. Ou je peux imaginer Sauf aussi. si la personne avait déjà cette habitude. En France, par exemple, il y a beaucoup de gens qui boivent du vin à tous les repas, certainement le soir. Bon, en Belgique, on a quand même aussi certaines personnes l'habitude de boire une bière en rentrant du boulot. C'est si quelque chose est aussi différent, donc par rapport à nos mécanismes habituels, et si dans les mécanismes, il y en a un qui se rigidifie et qui devient le seul qu'on peut utiliser. Parce que c'est pas une question. Je vois par exemple, il y a des gens qui font du sport. Et plus ils sont stressés, plus ils font du sport. Ça peut être négatif aussi. C'est-à-dire, c'est pas le sport qui est négatif en soi, comme mécanisme de coping pour, par exemple, se libérer des tensions, mais c'est le fait que ça devienne quelque chose d'unique. Et donc, c'est vraiment élargir l'éventail, la palette de possibilités de faire face. Oui, quand tu dis ça, moi je pense aussi à quelqu'un qui, par exemple, serait dans des mécanismes de défense qui peuvent être intéressants ponctuellement, mais qui serait plus de l'ordre de la distraction ou de l'évitement. Quelqu'un qui regarderait Netflix ponctuellement pour poser son cerveau, penser à autre chose, quelque part, c'est OK. Mais si ce n'est que ça et sur du long terme et qu'on n'est que dans l'évitement, alors là, ça pourrait devenir problématique. Tout à fait. Je crois qu'on a bien résumé la situation en disant ça. D'accord. Et alors, je pense que tu voulais aussi insister sur le fait que dans les situations de stress traumatique comme ici, il peut y avoir aussi des choses qui sont revécues ou qui ressurgissent chez les personnes qui subissent ce stress.
j'ai mis expérience traumatique antérieure, j'aurais aussi dû mettre deuil antérieur, évidemment. Ça, c'est un manque important. Je vais prendre un exemple. Quand je travaillais pour l'épidémie de SARS au Vietnam, une de mes collègues a appris que sa grand-mère était décédée, alors que nous étions donc au Vietnam. En soi, c'était quelque chose qu'elle pouvait accepter, sauf qu'elle avait perdu ses 3 autres grands-parents et ses 2 parents précédemment, dans les 2 ans, et notamment son père d'un cancer du poumon. Alors bien sûr, quand on est dans une maladie avec des pneumopathies graves comme le SARS, CoV ou le SARS-CoV-2 comme aujourd'hui, eh bien c'est sûr que de voir des patients en difficulté respiratoire peut réactiver des deuils ou des périodes compliquées qu'on a vécues avec son entourage. Et tout ce qui est expérience traumatique qui n'a pas été résolue, qui parfois on en a beaucoup parlé, mais parler ne suffit pas pour le trauma, et donc bien peut ressurgir. Par exemple, une de mes patientes, c'est un petit peu différent, mais elle a eu un grave accident. Eh bien, la pandémie a réactivé l'accident, alors que c'est un accident avec un véhicule, donc ça n'a a priori rien à voir, mais ça a réactivé. Une de mes collègues de MSF, ça a réactivé les traumatismes que nous avons vécus pendant la guerre, notamment avec le génocide du Rwanda. Et donc, et c'est une soignante, hein, donc c'est une infirmière. Donc, elle a dû être hospitalisée en psychiatrie. Donc, c'est clair que cette expérience de l'épidémie peut réactiver les expériences douloureuses qui n'ont pas été résolues. Effectivement, je le vois aussi dans ma patientèle, des reviviscences par rapport à ce qui s'est passé aux attentats de Bruxelles ou par rapport à des expériences personnelles d'intervention chirurgicale extrêmement lourdes et sur du long terme. Tout ce vocabulaire aussi médical qui tourne pour le moment, ces images de soignants, je le vois dans ma patientèle aussi, peuvent réactiver des traumatismes personnels de manière assez intensive. Ouais. Tout à fait. Alors, ce qu'on va trouver comme manifestation, c'est ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique. On va avoir des reviviscences, c'est-à-dire tout ce par quoi le traumatisme va se rappeler aux mauvais souvenirs de la personne. Par exemple, dans ses cauchemars, où elle va revoir des moments où des personnes décèdent, où elle peut rêver qu'elle-même est malade, par exemple. Des sons, des bruits qui peuvent réactiver toutes les machines, alors qu'elles sont soignantes, mais voilà, ça peut réactiver. Donc ça va, ce qu'on appelle les déclencheurs, qui vont rappeler. Moi, j'entends alors ça peut être les sons, les odeurs, les sensations. Voilà. Alors les odeurs, j'allais en parler parce que notamment avec les masques, qui sont très différents des masques chirurgicaux, dans ce qu'on appelle les masques FFP2, qui sont les masques qu'on utilise pour dans les cas d'épidémie. Eh bien, en fait, ça a une odeur particulière. C'est aussi très inconfortable de respirer avec ça. En tout cas, certaines personnes le vivent assez difficilement. Moi, par exemple, je ne pouvais plus supporter l'odeur de ces masques. C'était quelque chose. Donc, une odeur, par exemple, qui pourrait ressembler vaguement à l'odeur d'un masque FFP2, ça peut réactiver. Donc, effectivement, les odeurs, tous les sons, les bruits, puisqu'on a beaucoup de machines, surtout pour les infirmiers qui n'ont pas l'habitude de travailler autant en soins intensifs habituellement, puisque moi, j'ai eu des contacts avec des infirmiers qui ont été mis dans des soins intensifs alors qu'habituellement, ils ne le sont pas. Donc, ils sont beaucoup plus stimulés. Alors aussi des images qui reviennent de façon intrusive, quoi. Tu vois, c'est la personne se détend et au moment où elle se détend, au moment où elle se dit je vais regarder un film drôle, elle a des images de personnes qui meurent, ou de personnes qui supplient, ne me laissez pas mourir, j'ai des enfants, il faut que je vive, mes enfants sont encore petits, ils ont besoin de moi, ou les regards effarés des gens quand on leur dit qu'on va les mettre en coma artificiel et qu'on va les intuber pour les mettre sous respirateur. Donc ça fait des images comme celle-là. Donc ça, c'est bon, alors parfois on peut avoir des flashbacks, c'est l'impression que la situation est en train de
se reproduire. Ici, ce sera davantage, je dirais, des images qui vont revenir et des cauchemars probablement. Et alors, tous les déclencheurs, les sons, les bruits qui vont réactiver, donc qui vont donner ce qu'on appelle une activation neurovégétative aussi, c'est-à-dire le cœur qui peut battre plus vite, enfin de se sentir un petit peu bousculé. Alors, il va y avoir aussi ce qu'on appelle des conduites d'évitement, c'est-à-dire qu'on va éviter tout ce qui rappelle l'événement traumatique. Alors, évidemment, ici, c'est un petit peu compliqué d'éviter, surtout si on est médical donc, ou soignant infirmier, donc on se retrouve de toute façon encore dans des services hospitaliers. Donc, ça peut se marquer plus par ce que moi j'appelle des pseudophobies, c'est-à-dire on va nettoyer tout, désinfecter tout, les clés de voiture, le volant de la voiture. Enfin, donc, on va désinfecter au-delà de ce qui est rationnel. Donc, ça peut être une forme d'évitement. Alors, j'appelle ça de pseudophobie ou des pseudo-TOC, des pseudo-troubles obsessionnels compulsifs, puisque tout ce qui est phobie et TOC, c'est dû à des conflits intrapsychiques liés à l'enfance. Je ne vais pas commencer à faire un cours là-dessus. Ici, c'est réactionnel par rapport à une situation qu'on vit. Donc, ce n'est pas une vraie phobie, ce n'est pas un vrai TOC, mais ça ressemble parce qu'on va avoir des mécanismes de défense pour éviter d'être atteint par le trauma. Et donc ici, c'est principalement des conduites de beaucoup se laver, de beaucoup laver ses vêtements et de désinfecter tout ce qui est autour. Ça peut aussi évidemment être sur l'entourage, de faire une pression énorme sur l'entourage pour éviter qu'il soit infecté. Donc ça va être beaucoup des angoisses comme celle-là. Habituellement, on va éviter la situation ou les situations qui rappellent la situation première. Mais ici, ça ne va pas être possible. Par exemple, si j'ai eu un accident de voiture, c'était sur l'autoroute, je vais peut-être éviter l'autoroute ou je vais peut-être carrément éviter de rouler en voiture. Ici, ça ne va pas être possible puisque c'est aussi le lieu de travail. Donc, ça va se manifester souvent un petit peu autrement. Et est-ce qu'on peut imaginer du coup que ces réactions, par exemple, quand tu dis ces phobies réactives ou bien ces pseudophobies, est-ce qu'on peut imaginer que c'est comme une espèce de tentative de l'organisme de focaliser son attention sur des actions qui lui permettent d'augmenter son sentiment de contrôle? Alors, augmenter son sentiment de contrôle, parfois je pense que ça peut avoir un impact réel, mais parfois peut-être que ces comportements de vérification ou de nettoyage, etc., ça a une fonction jusqu'à un certain point. Et puis, ça ne sert plus forcément à grand-chose, mais quelque part, mon énergie, elle est mobilisée là-dessus. Mais pendant que je fais ça, je ne pense pas au trauma. Est-ce qu'il peut y avoir cette fonction-là ou pas forcément? Moi, je ne pense pas forcément, mais parce que justement, en fait, ils y pensent quand ils le font. Mais effectivement, ça peut donner... C'est pour ça que j'appelle ça pseudophobie ou pseudotoc et pas tocophobie, parce que pour moi, c'est réactionnel et donc ça veut dire que c'est une façon, effectivement, de trouver du contrôle ou de chercher du contrôle par rapport au trauma. Ok, donc c'est pas vraiment un déplacement de l'objet, ça peut être sur l'objet et toujours avec... Moi, à mon avis, c'est sur l'objet, oui. Ok, ouais, d'accord, je comprends. Ça a du sens. Alors, ce qu'on appelle l'activation neurovégétative, c'est en fait, notre orthosympathique va être activé. Alors, je suppose que la plupart des gens qui vont écouter cette vidéo savent ce que c'est. Moi, ce que j'explique toujours, c'est qu'on a deux systèmes nerveux autonomes. On est comme les voitures, on a un frein et un accélérateur. L'accélérateur, c'est celui qui nous permet justement de réagir. Plus la situation est stressante ou dangereuse, plus on a besoin d'énergie. Si j'ai un gros ours devant moi, il faut que je cours très vite ou que je me combatte ce gros ours, donc il faut énormément d'énergie. Là, j'appuie à fond sur l'accélérateur. Et le parasympathique, c'est le frein, c'est celui qui nous permet de nous relaxer et de nous endormir. Et donc, quand on est stressé et quand on a vécu un stress post-traumatique, ce système orthosympathique est activé. Et donc, on va avoir des troubles du sommeil, puisque évidemment, quand on est activé, ce n'est pas le moment où on s'endort. Parfois, on va s'endormir assez facilement. Par contre, on va avoir des nuits agitées, on va avoir des réveils précoces, des réveils en pleine nuit, parfois en sueur. On va sursauter, par exemple, au moindre bruit. Donc, on va être beaucoup plus nerveux. On va bouffer le nez des autres, par exemple. On va prendre les choses beaucoup plus mal très vite, plus irritable, parfois des crises de colère.
On est du coup hyper vigilant, hyper mobilisé, hyper perméable aussi à tout ce qui se passe autour, aux aguets, et donc potentiellement aussi Voilà. plus irritable parce qu'on ressent plus les choses, j'imagine. Donc, effectivement, on est hyper vigilant. Hein, et en plus, ici, la situation le réclame et continue à le réclamer, puisque dans l'hypervigilance, on a une surveillance anxieuse de l'environnement. Or, ici, on a besoin d'avoir cette surveillance anxieuse de l'environnement par rapport à la contamination, à tout ce qu'on fait, etc., comme soignant. Donc, effectivement, les nécessités sanitaires vont venir renforcer des symptômes que le trauma peut produire. Mmh. Alors, quelque chose que je n'ai pas noté là, c'est aussi dans le trauma, ce sont des émotions négatives persistantes, hein, comme des émotions de tristesse ou de désespoir ou de non-sens, de, des émotions dysphoriques comme ça, négatives. Et alors, aussi des pensées négatives, le monde ne sera plus jamais comme avant, plus rien ne sera jamais comme avant, l'humanité va à sa perte. Et d'ailleurs, tout ça, c'est à cause de la 5G, de la mauvaise alimentation, de la manière dont on maltraite les animaux. Et par exemple, moi, j'ai une médecin, elle est persuadée, pourtant elle sait très bien ce que c'est un virus ARN, comment un virus mute, et que c'est inhérent à ce type de virus de muter. Eh bien, elle me disait qu'elle pensait que c'était à cause de la 5G, parce que la 5G est en, en Chine a commencé. Peut-être que c'est le cas, hein, mais c'est-à-dire, c'est aussi quand même. Je n'ai pas dit que c'était son cas à elle, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir comme ça des pensées, des cognitions négatives qui vont persister sur l'avenir personnel ou sur l'avenir de l'humanité. C'est vraiment le voile noir qui tombe, quoi. C'est vraiment, Voilà. tu dis C'est donc. les lunettes noires. Hein, on regarde le monde avec les lunettes noires. Mmh mh. Alors, on parle souvent du syndrome de stress post-traumatique, et donc là, voilà, c'est les symptômes de réjouissance, les évitements, l'activation neurovégétative, les cognitions et les émotions négatives persistantes. On oublie qu'en fait, un état de stress post-traumatique arrive rarement seul. Il y a souvent ce qu'on appelle les syndromes associés. Alors on les appelle, moi je préfère les appeler associés que comorbides, mais donc c'est d'autres syndromes qui apparaissent dans d'autres pathologies ou qui apparaissent tout seuls, sans trauma, et qui vont accompagner en général le trauma. Par exemple, le trouble anxieux, la plupart des personnes qui ont vécu un trauma vont être beaucoup plus anxieuses après. Mmh. C'est plus de 60% des personnes. Des dépressions. Hein, par exemple, on va avoir des gens qui vont avoir des dépressions franches suivant les critères, parce qu'évidemment, pour dire que c'est une dépression, on doit avoir un certain nombre de critères. Et puis, on va aussi avoir des dépressions subsyndromiques, comme on les appelle, c'est-à-dire qui ne remplissent pas tous les critères, mais qui en remplissent quand même déjà un certain nombre qui font que c'est quand même un état dépressif. Et donc là, on a plus de 40% des gens qui vont faire une dépression, parfois avec des dépressions récurrentes ou un syndrome dépressif qui n'est pas complet, mais donc où les gens vont avoir une humeur négative, une humeur noire, une perte d'énergie, une mauvaise estime d'eux-mêmes, etc. On peut aussi avoir tout ce qui est somatoforme, donc à la fois des maladies qui ne sont pas psychosomatiques, donc des maladies réelles qui vont s'aggraver, enfin qui sont une maladie psychosomatique est une maladie réelle, hein, mais donc un autre type de maladie qui peut s'aggraver par exemple, et on va avoir aussi des maladies psychosomatiques, hein, qui peuvent apparaître ou s'aggraver dans le cours d'un trauma. Et alors, tout ce qui est trouble du comportement, tout ce qui est agressivité vis-à-vis des autres, donc ce qu'on appelle l'hétéroagressivité, parfois aussi vis-à-vis de soi. Et alors, bien sûr, je l'ai déjà dit, trouble du comportement par rapport à l'alcool, par exemple, trouble du comportement alimentaire, on va avoir des troubles du sommeil, etc. Et alors par rapport à ça, je dirais, là c'est mon regard de clinicienne qui parle, c'est, si je comprends bien, ça peut être des syndromes associés, donc qui émergent en même temps, si je comprends bien, ou bien en conséquence du traumatisme sur le plan clinique. Est-ce que ça veut dire que
ce sont des syndromes associés qu'on va devoir traiter en parallèle du traumatisme, ou bien si on traite le traumatisme, ces symptômes-là, ils vont disparaître d'eux-mêmes. On doit les traiter comme deux entités séparées, ou bien on traite le traumatisme et ces symptômes corollaires vont s'estomper si on traite le traumatisme. Alors, en général, si on traite le trauma, tout ça va s'estomper. Okay. Bien sûr, s'il y a une maladie psychosomatique ou une maladie somatique, là, évidemment, il faut recourir au traitement, aller voir un médecin. Mais ça n'est pas toujours le cas parce que parfois les mauvaises habitudes se sont prises. Si je prends par exemple l'alcool, des mauvaises habitudes peuvent être prises au niveau de l'alcool, aussi au niveau du shit, enfin de l'herbe, etc. De façon, je dirais, alors qu'avant c'était plutôt festif, plutôt social. Avec l'épidémie, c'est devenu une sorte d'habitude. Et donc, comme il y a quand même des assuétudes, qu'il y a quand même des comportements addictifs, là, il faut parfois recourir à des thérapies qui vont se centrer spécifiquement là-dessus. Mais est-ce que ça veut dire qu'à priori, en priorité, on gagnerait à s'attaquer d'abord au trauma et puis aux autres symptômes s'il y a des symptômes résiduels après le traitement du trauma? Moi, c'est ce que je ferais. Ça permet de dégager et de voir ce qui reste. Ok. Mm-hmm. Alors, tu voulais parler, je pense aussi, de la traumatisation secondaire. Qu'est-ce que ça implique? Il n'y a pas encore de nosographie internationale comme le DSM ou comme la CIM qui reconnaît la traumatisation secondaire, mais quand même de plus en plus de personnes s'accordent à parler de traumatisation secondaire. Alors, certaines personnes mélangent un peu tout, puisque je vais parler aussi de traumatisme vicariant et de la fatigue de compassion. Certaines personnes mettent tout dans le même pot. Moi, je fais une différence. En général, la traumatisation secondaire, elle concerne davantage les personnes, on appelle ça de première ligne, c'est-à-dire celles qui interviennent auprès des victimes, et en l'occurrence ici auprès des patients Covid. Ce qu'on appelle traumatisation vicariante, c'est plutôt ce qu'on appelle les intervenants de deuxième ligne. Par exemple, je suis policier, je suis intervenu pour les attentats, j'ai vu le chaos, j'ai vu les victimes hurler. Là, je vais souffrir de traumatisation secondaire. Je suis le psy qui a reçu le policier, qui a reçu des témoins, qui a reçu des personnes qui ont vécu les attentats. Eh bien là, moi, je risque de souffrir de traumatisation vicariante. C'est-à-dire, je n'ai pas été dans le chaos. Ce qui va me transmettre le traumatisme, c'est les mots, c'est ce que je vais entendre de ce qui m'est dit. Au travers du discours, quoi, vraiment. Au travers du discours. Ici, je dirais quand même que par rapport au Covid, on peut dire que chez les soignants, on va avoir la traumatisation secondaire, mais qu'on peut aussi avoir de la traumatisation vicariante. Mm-hmm. Mais donc, par exemple, pour un psychologue, pour un avocat, pour un journaliste qui ne serait pas intervenu sur le terrain, on va parler de traumatisation vicariante. Ce qui va être l'objet de la souffrance, c'est les mots qu'il aura entendus, les images qu'il se sera formé par rapport à ça. Alors que le journaliste qui va intervenir sur le terrain, le policier, le gendarme qui va intervenir sur le terrain, le soignant, les médecins, les infirmiers, eux, on va parler de traumatisation secondaire. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'on ait un effet de traumatisation vicariant au travers de la surmédiatisation des vécus des soignants dans les journaux télévisés, ce genre de choses? Oui. On parlera tout à l'heure de la traumatisation vicariante, mais effectivement, le processus fait qu'effectivement, d'entendre des témoignages. Moi, par exemple, je crois que j'ai souffert d'une traumatisation vicariante de la guerre 14-18 en lisant les lettres que les soldats écrivaient à leur épouse, et notamment les soldats qui étaient condamnés à mort, qui savaient qu'ils allaient être passés par les armes le lendemain.
oui, j'ai été bouleversée par ce que j'ai vécu et donc du coup j'ai commencé à m'intéresser davantage à la guerre 14-18. Donc je pense effectivement ça peut avoir des effets alors que là c'est même pas quelqu'un qui m'a parlé en direct, c'est des lettres que j'ai lues. Donc oui, d'entendre des témoignages comme ça peut effectivement provoquer une souffrance chez les personnes les plus sensibles. Mhm. Et donc là, c'est vraiment par rapport à ça, à l'aspect vicariant, c'est l'exposition extensive à des récits traumatiques. Tout à fait, Ouais. exactement ça. Okay. Donc, si je dois donner une définition de la traumatisation secondaire, c'est un état résultant d'un envahissement émotionnel progressif dont souffrent les intervenants, et donc, comme je l'ai dit, en général, les intervenants de première ligne, fréquemment exposés aux phénomènes traumatiques. Donc, on peut dire qu'en fait, c'est la contagion du traumatisme que les personnes vivent aux soignants, donc que les malades vont transmettre aux soignants. Les malades et leurs familles, évidemment aussi, puisque les familles sont très bouleversées et que les soignants sont en première ligne par rapport au contact avec les familles, même si c'est par téléphone. Alors, c'est très proche de l'état de stress post-traumatique, c'est-à-dire que les personnes vont aussi avoir des souvenirs envahissants, ils vont avoir des cauchemars. Alors ici, on parle bien de traumatisme secondaire, donc on a parlé de traumatisme pour soi. Ici, c'est bien des patients dont on parle, et donc, par exemple, on va rêver des patients, on va rêver de leur drame. Par exemple, un patient qui est mort, on va rêver de lui et on va voir ses enfants qui sont en train de pleurer. Bon, voilà, c'est ce genre de choses. Et donc, ce que ça va provoquer, c'est beaucoup d'impuissance, de sentiment d'impuissance. Et ça va faire basculer, puisqu'on est au contact tout le temps de l'horreur de la vie qui bascule, puisqu'en fait, tu peux avoir quelqu'un de 37 ans qui est papa de 2 petits-enfants, qui allait super bien, et puis tout d'un coup, il se retrouve aux soins intensifs. Et donc, c'est le basculement comme ça. C'est bien sûr, on sait bien qu'on peut mourir à n'importe quel moment, mais on a quand même un sentiment de sécurité, surtout si on vit bien, qu'on fait attention à ce qu'on mange, etc., qu'on a un petit peu d'activité sportive et qu'on est en bonne santé, qu'on est assez jeune. Et là, tout d'un coup, ça bascule, quoi. Et tu le vois tout le temps parce que la plupart des gens qui sont accueillis, notamment au niveau des soins intensifs, pour le moment, c'est des gens qui ont une quarantaine d'années. Ça, c'est en tout cas, bon, sur un hôpital à Paris où j'ai un contact avec une infirmière. Bon, ben c'est vraiment terrible. Par rapport aussi, ça peut être alimenté aussi par la réaction de certaines personnes dans la population générale qui ne font pas attention, qui ne respectent pas les règles de confinement. C'est le fait que les personnes ne respectent pas cette solidarité qui devrait nous unir pour lutter contre cette infection, qui font n'importe quoi. Donc voilà, c'est très proche de ce que les personnes vivent quand elles ont elles-mêmes vécu un trauma. Mais ici, si tu veux, c'est l'histoire du patient qui va être à l'origine voilà, des pensées, des images, etc. Et on parle aussi du syndrome de Bambi. Alors, je suppose que tu connais Bambi et que tu sais que malheureusement, à un moment, sa maman périt dans un incendie. Et je crois qu'on pleure à peu près tous, ou qu'on a la larme à l'œil, ou en tout cas qu'on écrase une émotion à l'intérieur de soi. Je souris parce que je sais que quand tu en parles, c'est un des souvenirs que j'ai encore de mon enfance, de ces récits audio de l'histoire de Bambi. Et je me souviens encore des émotions que je vivais en tant qu'enfant en écoutant cette histoire. Et je pense que j'ai peu de souvenirs de cette nature-là, mais là, tu viens de toucher un souvenir très particulier, de reviviscence quelque part de l'émotion que j'ai vécue à ce moment-là. Et je crois qu'on a un peu tous ça, parce que, en tout cas, les gens qui ont vécu la génération de Bambi, je ne sais pas si les enfants d'aujourd'hui le regardent encore autant, mais et dans ce qu'on appelle le syndrome de Bambi, c'est-à-dire on va pas pleurer sur sa propre histoire, on va pas pleurer sur ce qu'on est en train de vivre comme soignant à ce moment-là, mais on va regarder une connerie à la télé et on va pleurer. Alors, je ne parle pas des gens qui sont émotifs et qui ont l'habitude de pleurer en regardant un film. Moi, je suis extrêmement bon public, je ris, je pleure, tout marche avec moi dans tous les sens, toutes les émotions marchent, mais plutôt des personnes qui justement n'ont pas trop l'habitude et qui vont avoir
moi j'appelle aussi, je dis, ils vont pleurer pour une feuille morte sur la route, quoi. C'est-à-dire, c'est avoir des émotions qui ne sont pas les émotions habituelles de la personne dans des circonstances, effectivement, qui sont émotionnelles et qui ne la touchent pas du tout. C'est-à-dire qu'on va pouvoir exprimer des émotions par rapport à quelque chose qui ne nous concerne pas directement, mais par contre, en tant que soignant, par rapport à la situation qu'on vit, on ne va pas pouvoir les exprimer. On ne va pas pouvoir les exprimer et est-ce qu'on les vit ou on les vit pas? Pour ce qui me touche moi personnellement en tant que soignant. C'est un peu mis de côté, c'est un petit peu mis sur le compte du patient. Oui, donc il y a une forme d'hyperperméabilité par rapport à ce qui peut arriver à d'autres et une forme d'hermétisme par rapport à ce qui peut m'arriver à moi en ligne directe, du coup, si je comprends bien. C'est un peu ça. Mais parfois, il ne t'arrive rien en ligne directe, hein, parce qu'ici, évidemment, les patients, les soignants peuvent être aussi infectés par le Covid. Mais par exemple, si je suis pompier, ambulancier, que j'interviens sur un drame alors que c'est terminé, j'interviens sur un attentat, par exemple, euh, dans la salle de spectacle, il n'y a plus de terroristes, je ne risque rien, donc je n'ai aucune raison d'être perméable par rapport à moi, enfin, à part qu'évidemment les témoins, évidemment des cadavres, etc., et des gens qui souffrent et des blessés. Mais là, on va parler plus, soit la personne va vraiment souffrir comme témoin, mais sinon, elle peut avoir ce traumatisme secondaire. Ouais, c'est-à-dire, oui, c'est vraiment, elle se met à la place des autres. Ouais, c'est une question d'empathie, je dirais, qui fait qu'elle vit un peu ce que le patient, ce que la victime vit. Mmh mh. Mmh mmh. D'accord. Alors, ce qui va favoriser ça, c'est évidemment le contact répété avec des personnes qui vont mal, hein, ici les patients Covid, mais aussi leur entourage avec beaucoup d'émotions. C'est aussi devoir aider beaucoup de patients qui ont besoin de toi en même temps et tu peux pas. Hein, donc, les patients sont en détresse physique et psychologique et toi, tu ne peux pas être au four et au moulin. Ce qu'on appelle aussi l'impuissance à satisfaire la demande des patients, on appelle ça le trauma du témoin impuissant, c'est que parfois on peut répondre aux demandes techniques, médicales, mais on ne peut pas répondre à leurs demandes psychiques, on ne peut pas les réconforter, on ne peut pas prendre le temps de les accompagner, de s'asseoir à côté d'eux, de les écouter, de les rassurer. Et on ne peut pas non plus les rassurer par rapport à leur santé. Si quelqu'un te demande avant d'être intubé quand tu lui dis que tu dois l'intuber, qu'on doit le mettre, tu dois le mettre sur respirateur, s'il te demande s'il va vivre, s'il va s'en sortir, Mmh. tu peux faire un mensonge pieux, mais enfin, euh, la personne, elle sait aussi bien que toi que des personnes meurent. Donc, voilà, ne pas pouvoir rassurer, ne pas pouvoir assurer d'une guérison, pas pouvoir prendre le temps avec les patients, tout ça, ça crée des facteurs favorisant la traumatisation secondaire. Le fait d'annoncer les mauvaises nouvelles, donc d'annoncer le décès des patients à la famille, mais aussi, hein, je reviens encore à ça, de devoir dire à une personne qu'on va devoir la mettre en coma artificiel. Hein, et ça, je pense que c'est une situation très dure pour les soignants, avec les regards de désarroi, d'effroi de la personne qui se dit on va m'endormir, je vais peut-être jamais me réveiller, je vais peut-être plus voir mes enfants, ils vont peut-être être orphelins, ma femme va être veuve, etc. C'est intéressant ce que tu pointes parce que moi j'entends aussi beaucoup dans les retours qui viennent du terrain que en fait certains soignants sont en demande de, on va dire, de formation ou de manière de faire pour gérer les émotions des patients. Quelque part en recherche de nourriture pour peut-être prendre du contrôle ou se sentir outillé pour faire face à ça. Alors, autant je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire pour accompagner les émotions des autres, autant je pense que cette situation dans sa globalité nous confronte très fort à ce sentiment d'impuissance de manière générale, et donc, ou même outillé de la meilleure manière qui soit pour accompagner les émotions, je pense qu'on restera avec ce sentiment d'impuissance enfin, qui restera là et que quelque part on doit aussi pouvoir accepter ce sentiment d'impuissance et voir comment on peut faire pour vivre avec ce sentiment d'impuissance. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, mais surtout qu'ici,
Parce que simplement, parfois, d'être présent, de prendre le temps suffit à rassurer, à réconforter, peut-être pas rassurer, mais en tout cas réconforter les patients. Mais ici, le temps manque. Donc, on n'a pas le temps non plus de gérer les patients parce que le temps, il est destiné aux soins plus techniques, je dirais. Donc, on est confronté à une situation où c'est compliqué, quoi. Et puis, les situations qui impliquent des enfants et des jeunes. Hein. Alors, les jeunes, c'est évidemment des jeunes en âge, des adolescents, etc. Mais ça peut être aussi des jeunes parents, par exemple. Hein. D'ailleurs, si un drame arrive, je sais pas, quelqu'un qui se fait tuer dans les attentats, on va dire, ce policier avait 2 enfants de 3 et 5 ans. Enfin, je veux dire, donc c'est aussi quelque chose qui est dur pour les soignants. Hein, c'est les situations qui impliquent des enfants, et il y a des enfants qui sont hospitalisés pour Covid, hein, même si on a beaucoup moins proportionnellement que les adultes, mais il y en a. Il y a des jeunes, il y a des adolescents qui sont hospitalisés pour Covid, et puis il y a des jeunes parents, hein, ça c'est aussi quelque chose qui est compliqué pour le personnel. Oui, j'imagine que ça c'est en directe connexion avec ce que tu disais tout à l'heure sur l'effondrement des croyances de base, sur les valeurs essentielles à l'existence. Finalement, ce qui nous permet de fonctionner et d'exister, c'est qu'on a cette croyance que le monde est relativement organisé, relativement stable. Mais là, ça vient un peu faucher ces croyances de base et donc ça nous déboussole en fait, cette situation. Et donc, ça nous affecte nous aussi personnellement parce que ça met un peu le bazar dans ce qui nous permet de nous sentir exister dans un monde cohérent finalement. Tout à fait. Ça a du sens. Et donc, je dirais que ce qui est le processus de la traumatisation secondaire, c'est qu'on prend conscience de sa propre vulnérabilité, puisqu'évidemment, ça nous ramène à la fragilité de la vie, mais donc à notre fragilité à nous aussi, à la fragilité de la vie de nos proches, de nos enfants, de nos parents, de nos frères, de nos sœurs. Et donc, c'est ce basculement brusque et tragique dans l'horreur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aussi des émotions fortes, hein, puisque évidemment les patients sont très angoissés, les familles sont très angoissées, donc on va, et tu sais que c'est très contagieux, hein, quand on est dans une pièce et que les gens sont angoissés, on ressent cette angoisse, donc ça c'est, je dirais, par contagion. Et puis ce qu'on appelle l'identification empathique, c'est qu'on se met à la place. Ça pourrait être moi dans ce lit en train de me dire que je vais crever et que mes enfants, je ne les reverrai plus et qu'ils vont se retrouver orphelins. Ça pourrait être ma mère qui est là et je pourrais donc moi être orpheline de ma maman. Donc c'est de se mettre à la place. Et la vulnérabilité de résonance, c'est quand une situation résonne de façon particulière pour toi parce que tu viens de vivre un événement ou dans ton histoire, en tout cas, ça vient réveiller quelque chose. Si tu as perdu ta grand-mère juste avant le confinement, et que tu étais très attaché à elle, en plus c'est elle qui t'a élevé à moitié, eh ben c'est sûr que de voir quelqu'un qui ressemble un peu physiquement à ta grand-mère, ça peut te faire basculer. Donc ce processus de traumatisation, il peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut arriver très tôt, donc tu travailles dans une unité de Covid depuis 3 jours, ça peut t'arriver, comme ça peut ne jamais t'arriver bien entendu, ou comme ça peut t'arriver 3 mois plus tard. Il n'y a pas, je veux dire, c'est vraiment une question de qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, et ça, c'est vraiment pas prévisible. Nous voilà du coup sur la traumatisation vicariante dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, et donc ce qu'on appelle aussi parfois la fatigue de compassion. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que la fatigue de compassion, c'est vraiment comme je dirais, le burn-in and burn-out, hein, ou si tu veux, tu as une sorte de prélude et puis tu as une atteinte beaucoup plus importante. Pour moi, la fatigue de compassion, c'est l'intensité maximale de la traumatisation vicariante. Donc, comme je t'ai dit, ici, on va avoir des soignants qui vont être en première ligne et quelque part aussi, je dirais, ils vont entendre un discours qui peut les traumatiser, celui des patients, celui des familles. Donc, moi, ma définition de la traumatisation vicariante, ce sont des changements profonds et cumulatifs résultant d'une surcharge émotionnelle au contact de personnes en détresse. Donc, cumulatif, ça veut dire que ces changements
au cours du temps, plus on entend de discours, plus on entend de choses qui vont nous éveiller émotionnellement et plus ça a tendance à s'installer. Je parle de changement profond aussi parce que ça va vraiment modifier la façon dont on va se voir, dont on va voir les autres, dont on va voir les relations aux autres, dont on va voir le monde. Souvent, on a une perte de sentiment de sécurité. On est en sécurité nulle part. Ce Covid peut frapper partout. Donc, je prends évidemment ici l'exemple spécifique du Covid, du monde, de la confiance dans le monde, dans la confiance dans les autres. Tout le monde peut être porteur de ce Covid, tout le monde peut transmettre, de cette perte aussi d'être en connexion avec les autres, le désespoir, le cynisme, la désillusion, la perte de l'estime de soi, la négativité au travail, la tendance au blâme, donc à se blâmer soi-même, à se faire des auto-reproches. Et alors l'identification au patient. Donc, je vois évidemment, on retrouve, c'est très difficile de saucissonner la souffrance, on retrouve des choses qu'on voit aussi, bien sûr, dans le burn-out. Tout ça, c'est... on fait des catégories qui sont un petit peu, évidemment, artificielles. Et surtout, la souffrance, elle n'a pas 36 manières de s'exprimer. Quand on souffre, quel que soit l'origine de la souffrance, si tu te brûles, que ce soit avec un briquet, une allumette, une bûche allumée ou l'attaque de cuisson, ça brûle, ça brûle. Donc, je veux dire que tu vas avoir des cloques et tu vas avoir mal. Pour donner une petite métaphore, c'est qu'effectivement, la manière d'exprimer la souffrance, elle va être multiforme, certes, mais pas non plus infinie. Et je dirais que pour moi, une des caractéristiques principales de la traumatisation vicariante, c'est vraiment la modification de soi et du monde. Et juste pour revenir par rapport à ça, est-ce que ça veut dire que, puisque si je comprends bien, c'est vraiment un espèce d'effet d'usure finalement de ta capacité à entendre des choses difficiles, la traumatisation vicariante, tu t'épuises émotionnellement à entendre trop ce type de discours. Est-ce que ça veut dire que, si on parle alors des psys qui accompagnent les soignants, et même, oui, on va parler des soignants, est-ce que ça veut dire que nous, en tant que psy, quelque part, on a intérêt aussi pour nous prémunir de ça, finalement en fait, à répartir les accompagnements des soignants au travers des psys, quelque part à mutualiser nos ressources du coup pour que chacun prenne une petite partie de cette charge émotionnelle pour éviter ces effets de traumatisation vicariante si, par exemple, certains psys se spécialisent là dans les prochaines semaines uniquement sur l'accompagnement des soignants et font peut-être 20-30 consultations avec des soignants sur leur semaine. Oui, donc ça effectivement, c'est une recommandation qu'on fait pour toutes les personnes qui travaillent avec des victimes habituellement, c'est de ne pas faire que ça. Et c'est de faire des supervisions, c'est éventuellement de faire des intervisions, des supervisions collectives, c'est de se former, de se sentir plus efficace et plus compétent en se formant, c'est de bouquiner. Donc, on a plusieurs choses qu'on peut faire pour éviter cette traumatisation vicariante. Mais une des recommandations, effectivement, c'est de ne pas travailler qu'avec des victimes. Et donc, on sait que les psys, nous, c'est la souffrance à laquelle nous sommes le plus prédisposés. C'est la souffrance vicariante. Et donc, en dehors, évidemment, du Covid, c'est énormément de psys en ont marre un certain temps et finissent par faire autre chose de leur vie que de la psycho. Justement à cause de ça, parce que c'est très profond et c'est comme le burn-out, ce sont des choses qui ne se résolvent pas en 2 coups de cuillère à peau. Donc, mieux vaut orienter ses actions vers de la prévention et diversifier ses activités ou les types d'accompagnement qu'on fait pour trouver une forme d'équilibre et en étant conscient du coup de la charge émotionnelle qu'implique certains types d'accompagnement en particulier, quoi, j'imagine. Je dirais que c'est la même chose si on travaille avec des maladies graves comme le cancer, etc. Vaut mieux pas travailler temps plein dans un service d'oncologie, par exemple. Je pense que toutes les personnes qui sont en grande souffrance, c'est lourd à porter pour celui qui porte.
Alors, les facteurs qui prédisposent à la traumatisation vicariante, c'est évidemment d'être investi dans la relation, hein, c'est d'être dévoué à l'autre. Ça n'est pas très étonnant. Je le redis, je l'ai déjà dit pour le burn-out, on va retrouver aussi des gens qui ont beaucoup de conscience professionnelle, hein, qui ont beaucoup d'abnégation, qui vont faire passer l'autre avant eux, qui sont très altruistes, qui ont tendance à se dépasser. La surestimation de sa responsabilité à soulager les patients, ça c'est très important, les psys vont se reconnaître aussi là-dedans, hein, c'est l'impuissance à soulager leurs douleurs psychiques, physiques, hein, à leur donner le soutien efficace dont ils ont besoin. C'est l'impression que tout ce qu'on fait ne suffit pas à réduire cette souffrance et donc finalement ça ne sert pas à grand-chose. Et d'ailleurs, ça, je voudrais dire que je trouve, moi j'ai beaucoup de psychologues en supervision, et en fait, je trouve que les gens vont toujours trop vite à donner des conseils. On nous enseigne de ne pas donner de conseils, c'est plus fort que nous. Donc, dans la pratique de supervision, et moi je n'ai rien contre en fait que les personnes donnent des conseils, sauf que souvent les gens veulent donner trop vite des conseils parce qu'en fait, ils veulent trop vite soulager la souffrance des autres. Et ce n'est pas toujours les conseils qui sont adaptés, parce que je parlais tout à l'heure de valeurs, donc comment on va présenter quelque chose à la personne, eh ben, ça va dépendre de ses valeurs. Si elle est dans l'abnégation, on va lui demander d'être encore plus dans l'abnégation en prenant du temps pour elle pour pouvoir continuer. Ah, donc c'est utiliser le langage des personnes. Pour ça, il faut connaître la personne et ses valeurs. Il faut pouvoir l'écouter. Du coup, c'est vrai que si tu es tout de suite dans le conseil, pour soulager ton propre besoin à toi de te sentir utile, tu vas plus être dans l'écoute et donc tu vas pas pouvoir, j'imagine, entendre le système de valeurs de la personne pour pouvoir l'accompagner ultérieurement en utilisant ce système de valeurs, mais à son propre bénéfice, quoi, j'imagine. Je prends toujours un cas, quoi, comme ça, pour expliquer ça aux psy. C'est voilà, des gens qui sont déprimés, leur mari est décédé, les enfants sont grands, sont partis, madame se retrouve seule. On va lui donner comme conseil de sortir, d'aller chez l'esthéticienne, d'aller chez le coiffeur, de prendre soin d'elle. Ça ne lui parle pas. Elle n'a jamais fait ça. Je parle de cette personne X que j'invente. Hein. Elle, sa vie, ça a été de s'occuper de ses enfants et de s'occuper de son mari. Maintenant que son mari est mort, eh ben, c'est-à-dire que cette personne, oui, c'est peut-être une bonne idée, mais dans un premier temps, elle est incapable de s'occuper d'elle-même. Ça n'a pas de sens. Ça ne lui parle pas, ce n'est pas une valeur pour elle. Donc ce sera par exemple peut-être de s'occuper des autres, de faire du bénévolat. C'est très caricatural ce que je dis, mais c'est que je n'ai rien contre les conseils, mais souvent on donne trop vite des conseils parce qu'en fait nous-mêmes, c'est lourd pour nous d'entendre la souffrance des patients et on voudrait trop vite l'alléger, trop vite qu'ils trouvent des solutions pour se sortir de là. Mais tant qu'on n'a pas bien entendu le patient, on va vendre notre tâche thérapeutique de façon très maladroite et donc ça ne va pas marcher. Je trouve que ça soulève vraiment la question du à qui sert le conseil ou à qui sert la prescription de la tâche. Est-ce que c'est vraiment au bénéfice du patient parce que j'ai vraiment écouté ce qu'il vit et ce dont il a besoin et j'agis en fonction de ça, ou bien est-ce que c'est pour soulager mon propre besoin de compétence à moi que je propose quelque chose, mais peut-être en me coupant complètement du coup de la réalité et du besoin de la personne que j'ai face à moi, quoi. À qui sert le conseil? J'aime bien cette. C'est souvent quelque chose qui est en back-office à qui sert la question, à qui sert le conseil, c'est souvent en back-office chez moi pendant les consultations. Je crois que c'est quelque chose qui est important pour moi à garder à l'esprit, quoi. Et donc, un conseil, c'est bien s'il sert au patient. Oui, c'est ça. Alors, je l'ai dit, je le répète, hein, c'est le témoignage poignant, hein, c'est la peur de mourir des patients, c'est leur tristesse de laisser derrière eux des enfants en bas âge, des adolescents qui sont en crise, qui ont besoin d'eux, c'est leur tristesse de dire mais mes parents ils sont vieux, ils vont jamais supporter cette douleur si je meurs, et ma femme elle a besoin de moi, ou mon mari il sait pas cuisiner, il a besoin de moi, enfin c'est toutes ces choses-là qui vont être là. Et alors, évidemment, la tristesse de ces personnes qui meurent seules, qui meurent sans être accompagnées de leur partenaire de vie, sans avoir pu revoir leurs enfants, etc. Et donc, les témoignages des personnes qui expriment ça et qui, évidemment, il y a énormément d'émotions dans tout ce qu'ils disent.
Mm. Alors, je sais pas si, ah non, si je n'ai pas fait de slide pour ça, mais en fait, ce qui se passe, c'est quand les personnes nous racontent quelque chose, moi j'appelle ça des paroles actives. C'est pas seulement des paroles. C'est-à-dire que si ils nous disent, mais moi, mes enfants, ils ont, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure, ils ont 3 et 5 ans, comment ils vont faire sans moi, ils ont besoin de moi, ils ont besoin que je les éduque, etc. Eh bien, le passé, on va me parler de ça, je vais m'imaginer ces enfants, je vais m'imaginer ces enfants qui sont tristes, et donc en fait, ça va créer une sorte de faux souvenir. Une partie de moi, c'est très bien que je n'ai pas vécu ça. C'est très bien que ce sont des images mentales, que peut-être l'image que je me fais de ces enfants, c'est pas du tout ça. Mais une partie de mon cerveau ne le sait pas. Il le vit comme un souvenir réel. Et donc, Et dans mon émotionnellement, ça va créer. ça. Je donne toujours cette métaphore. Si je te demande d'imaginer un citron en bouche et que je te parle avec suffisamment de. Voilà, tu vas saliver. Et une partie de ton cerveau sait que tu n'as pas de citron en bouche, mais une autre partie réagit comme si c'était le cas. C'est une métaphore. Mais c'est pour dire que un faux souvenir, alors qu'on sait pertinemment bien, comme l'histoire du citron qu'on n'a pas en bouche, on sait pertinemment bien qu'on n'a pas vécu ça, mais ça va quand même agir et quelque part ça va faire partie de notre banque de souvenirs et donc ça va créer des émotions comme si c'était nos vrais souvenirs à nous. Et donc ça, c'est ce qui peut arriver vraiment, c'est le mécanisme en fait qui va activer le traumatisme pour celui qui écoute, quoi. C'est vraiment cette résonance émotionnelle finalement dans notre propre corps, même si on n'a pas vécu la situation qui est décrite, mais par contagion émotionnelle, ça va venir activer les choses chez nous, quoi. Tout à fait. Et alors, tu as dit tout à l'heure quelque chose qui m'a intriguée et titillée au sens intellectuel du terme. Tu dis, quand on parle du traumatisme, accompagner le traumatisme ou restaurer quelque part la santé psychique après un traumatisme, tu as dit parler ne suffit pas. Parler ne suffit pas, non. Tu as dit ça tout à l'heure. Alors, je dirais même que ça aggrave. Donc c'est intéressant et c'est important que tu puisses le souligner. Est-ce que en quelques mots, tu peux nous dire quelles sont les principales lignes directrices de l'accompagnement du traumatisme? Alors bien sûr, l'objectif ici, ce n'est pas d'être extensif sur la question, mais peut-être juste de donner ces grandes orientations. Et je rappelle que j'imagine que dans le livre que tu as écrit sur le traumatisme psychique chez l'adulte, on va retrouver des clés pratiques pour pouvoir accompagner, mais juste les grandes lignes de l'accompagnement, puisque parler ne suffit pas et même peut engendrer une aggravation des symptômes. Quelles sont ces grandes lignes directrices de l'accompagnement du traumatisme? Alors, peut-être on fera une capsule sur le trauma et la mémoire, parce qu'en fait, dans le traumatisme, ce dont on souffre, c'est de la mémoire. Et voilà, peut-être nous en parlerons lors d'une prochaine capsule sur la consolidation et la reconsolidation de la mémoire qui permettent de comprendre qu'en fait, on souffre de cette mémoire et que plus on réactive la mémoire du traumatisme, plus on va lui donner corps, la cristalliser et plus cette mémoire va devenir forte et ancrée. Donc, dans le traumatisme, on évite de parler en fait, contrairement à beaucoup de thérapies. Alors bien sûr, on va en parler pour en connaître suffisamment pour entamer le travail. Moi, personnellement, je travaille principalement avec le MDR et avec l'hypnose. Et donc, la base neurophysiologique, c'est de travailler sur la consolidation, la reconsolidation de la mémoire. C'est un petit peu long à expliquer dans cette capsule-ci, mais donc on va modifier, si tu veux, les émotions qui sont attachées au souvenir pour que cette mémoire puisse s'ancrer dans le cerveau, donc on ne va pas devenir amnésique, mais sans les émotions qui sont en fait des émotions qui activent les symptômes. D'après ce que moi je comprends, sans être spécialiste de la question, mais donc c'est ma représentation à moi, donc je voudrais te la soumettre pour que tu puisses la valider ou la nuancer si c'est nécessaire, mais donc c'est vraiment le souvenir, il est enquisté quelque part dans un coin de ma tête avec les réactions physiologiques extrêmes que j'ai pu vivre à ce moment-là, et c'est comme si c'était enquisté dans ma mémoire, et au travers de l'EMDR par exemple, ou au travers de techniques d'hypnose, l'objectif c'est de pouvoir aller un peu désenquister cette bulle d'émotions-là de manière progressive en réassociant
ce souvenir-là avec des éléments qui sont plus apaisés physiologiquement, émotionnellement et même avec des souvenirs potentiellement positifs. C'est vraiment ce travail de décristallisation et de réassociation avec des souvenirs et des sensations plus agréables ou plus positives. C'est ça le mécanisme de fond. Exactement ça. Ok. Si tu veux, on en parlera davantage lors d'une prochaine petite capsule. Ce ne sera pas, à mon avis, très longue, mais qui pourrait peut-être être intéressant de reparler de cette mémoire traumatique qui est particulière et donc effectivement, qui est une mémoire enquistée, c'est-à-dire qui est dissociée de la mémoire normale, des réseaux de mémoire normaux. Et donc, effectivement, on va travailler sur ces émotions. Moi, je dis toujours qu'on va enlever le pu émotionnel, oui. qui empêche des mécanismes de digestion, si tu veux, des informations. Pour qu'une mémoire soit digérée, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles. C'est la même chose si tu as une blessure, il ne faut pas qu'il y ait des petits cailloux, sinon la blessure, elle ne va pas guérir. Pour guérir, il faut que la blessure soit saine et après, il n'y a rien à faire. Le médecin ne fait rien d'autre. Éventuellement, peut-être mettre quelques petits points de suture, mais c'est le corps qui guérit tout seul. Eh bien, notre mémoire, elle se guérit toute seule, mais il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles. Et donc, nous, en thérapie EMDR ou en hypnose, on va enlever le pu émotionnel qui empêche, cet abcès qui empêche la guérison. Ben, si tu es d'accord, moi je suis bien sûr partante pour continuer cette discussion qui me nourrissent beaucoup personnellement. Et puis je trouve que tu as vraiment cette capacité aussi à faire du lien entre la théorie et la pratique et donc à nous faire comprendre aussi les mécanismes qui sont utiles à aller chercher, ce que vivent les personnes et les mécanismes utiles à aller chercher. Donc merci beaucoup pour ce partage et ta générosité dans ce que tu partages avec moi et puis avec nous de manière beaucoup plus large. Donc peut-être alors qu'on se reverra pour une prochaine capsule. Vraiment, merci 1000 fois. Merci. Et donc, pour la prochaine capsule, on parlera du stress chronique et du stress cumulatif et des différents symptômes, des différents signes d'alerte qui nous permettent de voir que quelqu'un est en souffrance. Super. Donc, en fait, on est en train de planifier du coup 2 capsules, la prochaine sur le stress chronique et puis peut-être encore une autre après sur la mémoire traumatique et ses spécificités pour l'accompagnement, quoi, du coup. Super. Merci. À bientôt. Evelyne, à bientôt. Prends bien soin de toi et au revoir à toutes et à tous. Au plaisir. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Vous avez apprécié l'interview que vous venez d'écouter, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour recevoir des notifications lorsque les prochaines vidéos seront disponibles. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous pour recevoir nos prochains articles, nos prochaines fiches outils que nous continuerons à publier dans les prochaines semaines. Et puis si vous êtes psy et que vous acceptez d'accorder quelques heures de votre temps pour soutenir bénévolement des soignants qui sont mobilisés actuellement face au coronavirus, n'hésitez pas à nous rejoindre sur www.psyformed.com. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à bientôt.